Il y a 20 000 ans, c'était la période glaciaire, et il y a un glacier qui partait du pôle Nord et qui recouvrait l'ensemble du territoire canadien. Mais durant les millénaires qui ont suivi, par la suite, ça a fondu. Et à mesure que le glacier reculait, c'était possible pour la végétation de reprendre, les animaux ont suivi et des Autochtones aussi sont venus s'établir. Par exemple, il y a des pointes de flèches datant de 12 000 ans qui ont été trouvées dans le sud de la province de Québec. Il y a 500 ans, il devait y avoir environ 300 000 Autochtones sur l'ensemble du territoire canadien. Ce n'était pas très nombreux, mais partout c'était peuplé. Il y avait des Autochtones en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien, à Terre-Neuve, il y en avait dans le sud, dans le nord c'était les Inuits. Vraiment, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait partout. Puis c'était des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, c'est-à-dire qui vivaient en petits groupes qui se déplaçaient pour survivre. Puis, ils trouvaient dans la nature ce qu'ils avaient besoin. Par exemple, ils utilisaient des pierres, du bois, de l'écorce, des plantes, la fourrure des animaux. Ça leur permettait de se fabriquer des vêtements, d'avoir des arcs, des flèches, de se faire des raquettes, canoës en écorce, etc. Tout ce qu'il fallait, dans le fond, pour survivre. Mais les sociétés autochtones, donc, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de métaux, pas d'or, il n'y avait pas de richesse accumulée. De sorte que, du point de vue des Européens, les Autochtones du Canada étaient pauvres. Ça, c'est une caractéristique importante, parce que les Aztèques et les Incas, eux, étaient nombreux, ils avaient des villes, puis il y avait de l'or. C'est pour cette raison-là que les conquistadors espagnols vont les attaquer et les détruire pour pouvoir prendre leur or. Mais pour les Autochtones du Canada, dans le fond, ils possédaient rien, sauf leur territoire. Alors, c'est la seule chose que les Européens pouvaient leur prendre, et c'est ça qu'ils vont faire. Le 25 juillet 1534, Jacques Cartier arrive à Gaspé, et là, il fait le rituel de planter une croix et de prendre possession de la totalité du territoire au nom du roi de France, François Ier. En fait, il y avait déjà Jean Cabot, qui lui travaillait pour le roi d'Angleterre, puis qui lui aussi avait pris possession de l'ensemble du territoire, mais au nom de l'Angleterre. Alors, on peut dire que dès cette époque-là, puis ça va continuer, il y a deux propriétaires autoproclamés du territoire d'Amérique du Nord, l'Angleterre et la France, puis les Autochtones sont considérés comme des sujets de Sa Majesté. Jacques Cartier et Jean Cabot, quand ils sont venus en Amérique du Nord, ce qu'ils recherchaient, c'était une route pour se rendre en Chine. On pourrait dire, je ne sais pas, des gars qui étaient très forts, disons, en géographie. Donc, ils voulaient se rendre en Chine parce qu'ils espéraient pouvoir trouver de l'or, de la soie, puis ramener en Europe aussi des épices. Ça valait très cher à l'époque. Mais, dans le fond, leur voyage, c'était un peu un échec parce qu'ils n'ont rien trouvé de tout ça, ni la route pour se rendre en Chine. Jacques Cartier va venir 3 fois en Amérique du Nord, puis ça va être tout, ça va arrêter là. Par la suite, il va y avoir en 1608 Champlain qui, lui, va venir fonder la colonie, il va venir fonder la ville de Québec, puis il va fonder la colonie de la Nouvelle-France. À partir de ce moment-là, il va toujours avoir des Français ici qui vont s'établir, puis ça va être une colonie. Une colonie, c'est un territoire qui est exploité pour ses ressources naturelles, puis c'est important que ça soit rentable pour la métropole. Dans le fond, une colonie, c'est un peu une business. Que le but, donc, c'est d'être rentable. Puis, à cette époque-là, on a quand même trouvé 2 ressources qui pouvaient être intéressantes pour les Européens. C'est les fourrures, puis en particulier la fourrure de castor, parce que il y avait une mode de chapeau en Europe. Là, puis beaucoup, c'était le feu du castor qui va être utilisé pour faire des chapeaux. Dans les années, mettons, par la suite, dans les années 1700, là, il pouvait y avoir 150 000 peaux de castor par année qui arrivaient en France. L'Angleterre faisait ça aussi. Donc, c'était une richesse importante quand même. C'était pas précieux comme de l'or ou de la soie ou des épices, mais quand même. Puis l'autre marchandise qui était intéressante, très humble, mais c'est le poisson près de Terre-Neuve, parce qu'il y avait des quantités là, vraiment phénoménales de poissons, de sorte qu'à une époque, comme par exemple vers 1650, il pouvait y avoir 400 navires français par année
qui venaient pêcher, puis il y avait 10 000 Français qui travaillaient dans le domaine des pêcheries. Ça, c'était les deux ressources qui étaient importantes. La France et l'Angleterre, dans ce temps-là, c'était les deux superpuissances mondiales, puis il se faisait la guerre là, à répétition. Entre autres, il y a eu la guerre de 1756 à 1763, qu'on a appelée la guerre de 7 ans, où est-ce que là, ils se battaient un peu partout. Donc, les armées françaises attaquaient les armées anglaises en Europe. Ça se passait aussi en Amérique du Nord. C'était la Nouvelle-France contre la Nouvelle-Angleterre. Il y avait sur les océans, même en Inde, ils se battaient aussi. Puis, entre autres, il y avait les îles à sucre. Ça, les îles à sucre, c'était les colonies les plus rentables. De la façon que ça fonctionnait, c'est que il y a des bateaux anglais et des bateaux français qui partaient, puis qui allaient en Afrique pour acheter des Africains, des esclaves, qui emmenaient de force dans les plantations. Puis là, c'était des plantations de canne à sucre, et ça permettait de produire du sucre, de la mélasse, du rhum. Puis ça, c'était envoyé à bon prix en Europe. Donc ça, c'était les colonies les plus rentables. La guerre de 7 ans va être gagnée, toute catégorie, par l'Angleterre. Puis, quand il y a un traité de paix, à ce moment-là, les deux superpuissances décidaient, OK, quelle colonie qui va garder? Bien, d'habitude, c'est le vainqueur qui va garder les colonies les plus rentables, les plus intéressantes. Là, dans le traité de Paris de 1763, les îles à sucre françaises vont rester à la France, alors qu'ils avaient été pris par les Anglais. Ce qu'on pense, c'est que les riches propriétaires des îles à sucre britanniques, comme la Barbade, vont demander à ce que les îles à sucre restent dans la filière française, pas aller dans la filière anglaise. Parce que s'il avait fallu que toute cette production-là de sucre aille en Angleterre, probablement que le prix du sucre aurait baissé, c'était pas très bon. Donc, ils préféraient que les îles à sucre restent françaises, même si c'était ça qui était le plus rentable. Du côté de la France, c'était « wow, bon, enfin, on a perdu la colonie de la Nouvelle-France », mais c'était pas très rentable. Juste les peaux de castor, là, puis ça coûtait cher parce qu'il fallait payer pour l'administration, il y avait les soldats, il fallait les payer, les soldats, construire des fortifications. La Nouvelle-France, c'était pas quelque chose de très rentable pour la France, tandis que les îles à sucre, oui, c'était beaucoup plus intéressant. Alors, le traité de 1763, le traité de Paris, va être considéré par les Français, wow, comme une grande victoire diplomatique. Puis, l'Angleterre va se retrouver avec sa colonie de Nouvelle-France, qui ne s'appellera plus comme ça. À partir de maintenant, ça va être la Province of Québec. Il y a 60 000 Canadiens français qui étaient ici établis en Nouvelle-France. Puis l'Angleterre aurait bien aimé ça, qu'ils deviennent anglophones et protestants, mais c'est pas ça. Ils étaient francophones et catholiques, donc il y avait une différence là. Mais à partir de cette époque-là, donc la population va être gérée par l'Angleterre. La Province of Québec va être une colonie britannique. Le mot « province » provient du latin « pro victis », qui signifie le territoire des vaincus. Et c'est en plein ça que va être la Province of Québec, un territoire de vaincus, donc géré par l'Angleterre. L'Angleterre, il y avait deux utilités pour elle de la colonie. Il y a le commerce des fourrures, ça c'est la compagnie de la baie du Thon, surtout qui va s'occuper de ça. Puis vraiment, la compagnie, à ce moment-là, possédait territoire, tout le nord du Québec, de l'Ontario. Aller jusqu'en Colombie-Britannique, c'est une grande partie du territoire donc, qui appartenait à la compagnie de la baie du Thon. Puis avec le temps, il y a d'autres marchandises qui vont se rajouter, entre autres du bois. Le Québec va envoyer des grandes quantités de bois en Angleterre pour pouvoir construire des navires. Il va d'ailleurs y avoir une construction navale à Québec. Puis l'autre marchandise, ça va être du blé, des céréales qui vont être expédiées en Angleterre aussi. Donc ça, c'est une utilité, donc c'est encore les matières premières. Donc fourrure, bois, blé. Puis l'autre utilité, ça va être que le territoire va servir pour recevoir les surplus démographiques de l'Angleterre. Donc, il va y avoir des Anglais qui vont venir s'établir, aussi des Écossais, beaucoup d'Irlandais. Puis, en plus, il va y avoir la guerre d'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire que la Nouvelle-Angleterre va déclarer la guerre à l'Angleterre pour devenir indépendant, puis ça va fonctionner en 1783. Mais il y a une partie de la population américaine qui était restée d'allégeance britannique, qui ne voulait pas vivre comme tel dans ce pays indépendant qui était les États-Unis, puis ils n'étaient plus tellement les bienvenus chez eux.
Alors, on les a appelés les loyalistes, et l'Angleterre leur a proposé, les loyalistes, comme ils étaient plus bien donc, aux États-Unis, bien, venez habiter les provinces, les colonies du Nord, les colonies britanniques. Alors, on estime qu'il y a entre 40 000 et 50 000 loyalistes qui vont venir s'établir. Ils vont venir en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, dans les cantons de l'Est, le sud de l'Ontario. Ça, c'est le début du peuplement britannique. À cette époque-là, dans le fond, c'était une société agricole. Par exemple, en 1760, il y avait encore 210 seigneuries dans la Nouvelle-France. Puis, vous savez, au Québec, la majorité des territoires agricoles se trouvent dans le sud de la province, puis surtout entre Montréal et Québec. C'est ces endroits-là qui étaient peuplés depuis longtemps, qui étaient colonisés. Mais à mesure que la population augmentait, puis elle augmentait assez vite à cause de l'immigration, oui. Il n'y avait plus de Français qui venaient, mais donc il y a des anglophones qui arrivaient. Mais aussi, les gens avaient beaucoup d'enfants. À cette époque-là, on estime qu'en moyenne, une femme avait 7 enfants. À ce rythme-là, la population double à tous les 25 ans. Alors, ça allait vite. Il va y avoir un processus d'industrialisation, surtout à Montréal. Par exemple, dans les années 1860, là, il y avait des industries comme dans le domaine de la chaussure, du tabac, des vêtements, la fabrication d'outils, la construction navale à Québec. Mais la croissance démographique, la croissance économique n'est pas suffisante pour compenser la croissance démographique. On estime que de 1840 à 1930 environ, il y a près de 1 million de Canadiens français qui vont quitter la province de Québec pour aller s'établir aux États-Unis par manque de ressources, par manque de terrain, de terres agricoles. Il y a quand même, on va essayer d'ouvrir des nouvelles régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. À partir de 1911, il va y avoir l'Abitibi-Témiscamingue, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il y en a beaucoup qui s'en vont aux États-Unis parce que là, le processus d'industrialisation était plus fort. Dans les années 1860, donc, ça va bien, mais pas tant. En tout cas, la croissance économique n'est pas suffisante. Alors là, les leaders économiques et politiques ont comme stratégie de dire, mais ça serait possible d'unifier dans le fond, tous les territoires britanniques, tout ce qui trouve au-dessus des États-Unis, ça serait possible de l'unifier en faisant un chemin de fer qui irait de l'Atlantique au Pacifique. Donc, ça unifierait, on pourrait dire, les différentes régions entre elles. Puis, on va amener des immigrants pour peupler ça. Et c'est ça qu'ils vont faire. De sorte que le 1er juillet 1867 va être fondé le pays du Canada.